Si je vous parle de série d'invincibilité dans le catch, vous risquez tous de me parler de l'Undertaker et de son incroyable série de victoires à WrestleMania. Avec au total 21 victoires entre 1991 et 2013, le Deadman s'est vraiment établi comme l'un des plus grands, et je pense que beaucoup d'entre vous se souviennent être enfants et attendre chaque année le match du Phenom à WrestleMania avec la conviction qu'il réussirait à poursuivre son impressionnante streak. Et justement, c'est ça qui est fou avec l'Undertaker, c'est que comme sa série de victoires elle s'étend sur plus de 20 ans, on a quasiment tous été enfants, ou jeunes en tout cas, à l'époque où il était actif et où il défendait sa streak. Mais pourtant, et certains le savent déjà, la série de l'Undertaker, c'est pas la plus longue série de victoires de l'histoire du catch. Déjà parce que c'est pas une série de victoires à proprement parler, parce qu'entre chaque WrestleMania il lui arrivait de perdre, mais surtout parce qu'en termes de nombre, l'Undertaker est loin et même très loin de l'homme qui explosait tout dans la deuxième moitié des années 90, et qui a atteint à l'époque des niveaux de popularité hallucinantes, l'homme à la série d'invincibilité la plus connue du catch et dont on va parler aujourd'hui, Bill Goldberg. Avant d'arriver jusqu'à son impressionnante série de victoires et d'aborder tout son parcours à la WCW puis à la WWE, il faut d'abord revenir à ses origines. Parce que contrairement à énormément de catcheurs, et notamment certains dont on a déjà parlé sur la chaîne, Goldberg il est absolument pas fan de catch à l'époque. Si Stone Cold il est tombé dans le catch à l'âge de 8 ans en regardant des spectacles dans sa ville natale, si Triple H est devenu fan en regardant des matchs à la télé dans les années 70, Goldberg lui, quand il était jeune, il en avait rien à faire du catch. A la base, il se destinait à une petite carrière dans le football américain, qui commence d'ailleurs dans les années 90 avec une petite carrière dans la NFL, qui finalement prendra fin rapidement et qui mènera à la fin de sa carrière dans ce sport 5 ans plus tard suite à une blessure. Cette blessure en finale elle sera plutôt un mal pour un bien, parce qu'il profite de sa réhabilitation pour s'entraîner de manière plus régulière à la salle alors qu'il espère encore revenir à la NFL, mais c'est là que le destin va lui tomber dessus puisqu'il est repéré pour son physique par deux catcheurs de la WCW que vous connaissez sûrement, Sting et Lex Luger. Parce que oui, à l'époque, la WWF n'a plus le monopole du catch aux États-Unis. Depuis quelques années, la WCW a pris en ampleur, et alors qu'on est en pleine guerre du lundi soir entre le programme Raw de la WWF et Nitro de la WCW, l'entreprise de Ted Turner a tout intérêt à trouver des nouvelles stars pour concurrencer le programme de Vince McMahon. Et si à l'époque ils ont déjà une belle avance avec la NWO, qui est le groupe le plus important et qui attire énormément de fans, arrivé fin 1997, on sent déjà que cette storyline elle commence à s'épuiser et qu'il faut donc proposer quelque chose de nouveau. Alors là vous serez en droit de vous demander pourquoi je vous raconte toute cette histoire alors qu'elle est très connue et qu'en plus tout le monde y a accès très facilement. C'est parce qu'en final, ça va avoir une grande importance, en tout cas à mes yeux, des années plus tard. On en reparlera vers la fin de la vidéo, mais les réactions vis-à-vis de Goldberg plus tard dans sa carrière et son comportement dans ces dernières années, elles sont directement liées à la manière dont il est rentré dans le catch. Mais bon, pour l'instant, revenons en 1996. Rapidement convaincu par la possibilité de trouver une nouvelle carrière, Goldberg il s'entraîne au centre de formation de la WCW, et il effectue alors son premier match pour l'entreprise en juin 1997 dans un combat non télévisé, pour venir ce soir-là à bout d'un certain Sergeant Buddy Lee Parker. Mais en final, son adversaire, il importe peu, et vous allez voir d'ailleurs que c'est plutôt vrai pour l'intégralité de sa carrière, Parce que Goldberg, quand il monte dans le ring, c'est pas du tout pour y rester 20 minutes et sortir un classique avec du suspense, Alors, on connaît pas vraiment la durée de ses premiers matchs, parce qu'évidemment, ils ont pas été télévisés, donc ils sont pas chronométrés, mais quand on voit le style de match qu'il a une fois qu'il commence à apparaître régulièrement à la télé, on imagine que l'entreprise avait déjà commencé à le lancer comme une force dominante dans des dark matchs, qui sont des matchs non télévisés et uniquement présentés à la foule sur place. Et justement, quelques temps après ça, on va pouvoir arriver au vrai début de Goldberg lors de l'épisode de Nitro du 22 septembre 1997. Ce soir-là, il affronte Hugh Morris, que vous connaissez plutôt sous le nom de Bill DeMott, et en 2 minutes à peine, Goldberg vient à bout de son adversaire après avoir montré un style très agressif et très puissant, proche de celui d'un véritable combattant. Ce soir-là, Goldberg y conclut le match à l'aide d'une prise qui deviendra l'une de ses spécialités, le jackhammer, qui ne porte évidemment pas ce nom à l'époque, et il enchaîne alors les apparitions dans les épisodes des shows de la WCW en battant divers noms du roster dans des matchs expéditifs, souvent de moins de 5 minutes. Petit à petit, la présentation de Goldberg, elle va commencer à prendre forme, avec d'abord sa musique d'entrée qui fait ses débuts et qui restera la même jusqu'à la fin de sa carrière, l'ajout de son illustre Spear qui le suivra jusqu'à son dernier match, et toujours ce style ultra dominant avec la mention d'une série d'invincibilité qui commence à être faite aux commentaires. Parce que oui, arrivé au mois d'octobre, Goldberg il a peut-être que 5 matchs télévisés, mais tous ces matchs c'est des victoires, et en plus c'est des victoires ultra expéditives et dominantes, et petit à petit le public et les fans réalisent qu'un monstre est en train de naître sous leurs yeux. Et pourtant, c'est important de le souligner, il y a absolument rien de particulier avec l'apparence de Goldberg. Alors attention, oui, il a un physique ultra impressionnant et il est construit extrêmement fort et très dominant, mais c'est vraiment uniquement ça qui donne envie aux fans de le soutenir. Il a pas du tout une tenue extravagante comme les catcheurs des années 80, il fait pas des promos au micro pour expliquer pourquoi il a tel ou tel match, d'ailleurs il fait pas de promo du tout, on l'entend jamais parler, juste il vient et il détruit tout le monde, et le fait qu'il soit dominant, au final ça suffit totalement. Parce que oui, il faut comprendre qu'on est là dans une nouvelle ère pour le catch, on est à l'aube de l'Attitude Era à la WWF, et donc tout ce qui faisait la grandeur du catch dans les années 80, les fans ils en veulent plus.
Maintenant, ils veulent des mecs comme Stone Cold qui s'en foutent des règles et qui sont des gars simples qu'on a juste envie d'apprécier. Et si justement la WWF commence à bien construire des catcheurs comme Stone Cold et The Rock, la WCW ne dit pas son dernier mot en introduisant progressivement Goldberg qui enchaîne les victoires et les matchs expéditifs et qui va rapidement devenir le favori des fans avec ses prises impactantes et son style si particulier. De semaine en semaine, Goldberg y reçoit de plus en plus de soutien avec les fans qui se mettent à scander son nom, à souligner sa série de victoires en amenant des pancartes en inscrivant le nombre de victoires du jeune catcheur invaincu, à l'acclamer à chacune de ses entrées dont la présentation continue d'évoluer et surtout à scander son nom dans ses matchs, ce qui va petit à petit devenir une habitude. À côté de ça, Goldberg y continue d'écraser facilement ses adversaires, mais l'entreprise diversifie un petit peu ses opposants, avec notamment un match contre William Regal pour tester Goldberg contre un catcheur plus technique et plus établi, mais surtout pour offrir aux fans un match pour le moins étrange. Vous l'imaginez bien, on va rapidement accélérer sur la série de victoires de Goldberg pour aller un peu plus loin dans sa carrière à la WCW, mais je tenais quand même à parler de ce match parce qu'il est important. En fait, si vous regardez ce match par vous-même, vous allez très vite réaliser qu'il y a quelque chose de bizarre. Déjà, au lieu de durer l'habituel 2-3 minutes, ce match il en dure 5, ce qui est très long pour un match de Goldberg, mais en plus, le déroulement du match en tant que tel, il est très étrange. Dans tous les matchs qu'il a eu depuis ses débuts, Goldberg il est resté extrêmement crédible et invincible. Même si certains de ses adversaires ont placé quelques offenses, aucun n'a vraiment pris le dessus sur lui pendant longtemps, et surtout, aucun ne l'a fait passer pour un amateur qui n'a que très peu d'expérience, aucun jusqu'à Steven Regal. Oui, en fait dans ce match, Regal il s'arrange pour ridiculiser Goldberg en exposant son manque d'aptitude dans le ring, et si aujourd'hui beaucoup s'accordent à dire que c'était mérité et que Goldberg devait bien apprendre une leçon et réaliser qu'on pouvait pas débarquer comme ça dans le catch, ben on est obligé de reconnaître que c'était quand même pas très professionnel de la part de Regal. Pendant le match, il lui envoie des coups assez violents et non protégés qui brisent alors la confiance entre les deux hommes, qui pourtant est nécessaire au bon déroulement d'un match. Et en finale, le manque de volonté de Regal et son envie de faire passer Goldberg pour un débutant rend le match absolument horrible à regarder, et c'est d'ailleurs le premier vrai mauvais match de Goldberg depuis ses débuts. Alors oui, vous me direz que les matchs précédents, ils avaient pas vraiment le temps d'être mauvais, hein, mais justement, c'est ça le truc, c'est que Goldberg, tout le monde savait qu'il était pas encore à la hauteur, et justement, il était pas prêt pour faire des matchs longs et combatifs avec des catcheurs techniques. Donc pour moi, ça a d'une part été une grande erreur de le mettre contre Regal à ce moment-là, et d'une autre, ce dernier s'est montré particulièrement peu professionnel, en forçant un match étrange et en refusant de jouer le rôle qu'il devait jouer. Bon, en fait, il y a un peu plus de détails à cette histoire, parce qu'aujourd'hui, Regal, il prétend que les dirigeants de la WCW lui avaient demandé justement d'avoir un match disputé pour crédibiliser Goldberg, et que donc c'est ce dernier qui est fautif, parce qu'il a oublié le déroulé du match et n'a absolument rien fait, mais quand on voit les images, on comprend bien que peu importe ce qu'on peut dire sur Goldberg et tout le respect qu'on peut avoir pour Regal, ce soir-là, c'est bien lui qui s'est mal comporté. Mais si je parle de ce match, c'est pas uniquement parce qu'il est connu pour être un des matchs où le scénario initialement prévu n'a pas été respecté. C'est aussi parce qu'il illustre bien quelque chose dont j'ai déjà parlé. Goldberg il est rentré dans le catch par une porte très spéciale et il a très rapidement reçu un traitement de faveur, ce qui évidemment n'a pas plu à certains fans et surtout aux vétérans qui eux avaient déjà payé leur dû. Bon, malgré tout, ce match il a évidemment pas ruiné l'ascension de Goldberg, hein, et le buffle il a continué à aspirer ses adversaires en plus de les enfoncer dans le ring avec son jackhammer pour continuer d'alimenter sa série et surtout pour recevoir de plus en plus de soutien pour s'ériger comme une véritable star. Sa présentation elle reste la même, hein, c'est celle d'un buffle qui détruit absolument tout le monde et sa popularité est telle qu'alors qu'il est à 74 victoires sans défaite, il affronte Raven pour le titre des États-Unis lors de l'épisode du 20 avril 1998 de Monday Night Raw. Pour continuer sa série de victoires et pour véritablement s'établir comme une force majeure de la WCW, Goldberg vient à bout du champion en moins de 5 minutes une fois de plus, dans un match pour le coup très cool à regarder, puisque malgré les interventions de nombreux alliés de Raven, Goldberg domine et explose absolument tout le monde sous une grande ovation, ce qui mène d'ailleurs à ce moment juste fou où Raven tente de fuir le match mais où il est ramené dans l'arène par des fans, ce qui m'a régalé, et finalement de retour dans le ring, Goldberg découpe Raven avec un magnifique spear avant de conclure le match avec son jackhammer pour devenir pour la première fois champion à la WCW. Franchement, à ce moment-là, Goldberg, il est au sommet du monde. En termes de popularité, il a atteint des niveaux juste hallucinants, et même si c'est pas le plus grand catcheur, son spear, il est juste incroyable et il est toujours très crédible, et d'ailleurs, à mes yeux, ça reste l'un des meilleurs spears du catch, et l'énergie qu'il dégage, elle est juste absolument folle. Bon, après, on va pas se mentir, hein, Goldberg, s'il a autant d'énergie et de puissance à l'époque, et qu'il domine aussi facilement ses adversaires, c'est pas pour rien, hein, je pense que vous savez tous de quoi je parle. Bah oui, à l'époque, évidemment que Goldberg, il boit déjà des boissons Oli, je veux dire, enfin, ça crève les yeux, c'est une évidence. Et d'ailleurs, ça tombe extrêmement bien, parce que le hasard fait que Oli, c'est aussi le sponsor de la chaîne et je pense que je peux vous aider à être aussi puissant que Goldberg à l'époque. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Oli, c'est une marque de boisson qui propose différentes gammes, qu'elles soient énergisantes, donc avec de la caféine pour se donner un coup de boost, ou pas pour ceux qui veulent juste se régaler de thé ou de boissons isotoniques, mais dans tous les cas, toujours sans sucre et sans arôme artificiel.
Au c'est des boissons avec énormément de goûts différents, mais tous aussi excellents, dont évidemment mes favoris avec l'immense Raspberry Raptor côté énergie, le Raspberry Vanille et le Pomme thé vert du côté des thés, et évidemment l'immense pépite qu'est le goût pêche dans la gamme hydratation. Mais c'est pas tout parce que je suis bien gentil moi à vous parler de mes favoris, mais on n'a pas tous les mêmes goûts, et heureusement d'ailleurs. Et donc pour découvrir leurs boissons, vous pouvez profiter de leur pack découverte à seulement 19,99€, comme ça vous faites votre top 3, et derrière vous êtes tranquille pour l'année, vous avez juste à utiliser mon lien affilié et à prendre vos saveurs favorites quand vous avez fini vos pots. Mais attendez, c'est pas tout, hein, parce que 19,99€ c'est très bien pour découvrir leurs boissons, mais est-ce que finalement 14,99€ c'est pas beaucoup mieux? Bah oui, en vrai je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'au vu des prix des places pour Backlash à Lyon au mois de mai, ça fait toujours plaisir de faire quelques économies. Et donc avec le lien dans la description et le code MonsieurHawkin5, vous obtiendrez 5€ de réduction sur votre première commande, et pour les habitués qui se régalent de leurs saveurs favorites régulièrement, vous pourrez utiliser le code MonsieurHawkin qui vous offre 10% de réduction sur toutes vos commandes. En plus Oli, c'est une manière plus avantageuse de consommer des boissons énergisantes ou autres, hein, parce qu'en plus d'éviter le sucre, vous pouvez faire tout ça à prix bas, puisqu'en achetant un pot de 50 portions, ça vous revient à seulement 80 centimes la boisson, et je peux vous dire que le temps où les boissons coûtaient ce prix-là partout, il est bien loin. Donc n'attendez plus et foncez dans la description, profitez de mes codes promo et de mon lien affilié, et régalez-vous avec les boissons Oli pour peut-être vous aussi aller battre la série d'invincibilité de Goldberg. Du coup, à cette période, Goldberg il continue sa série d'invincibilité avec cette fois-ci le titre en jeu, ce qui le rend encore plus fort et imbattable, et qui rend du coup les fans encore plus passionnés. Parce que oui, à ce moment-là, tout le monde était fan de Goldberg. Je sais qu'aujourd'hui il est un petit peu controversé au vu de ses dernières apparitions, mais à l'époque c'est une immense star, tout le monde est fan de sa série d'invincibilité, et quand celle-ci dépasse les 100 victoires, les fans réalisent qu'ils ont devant eux un personnage véritablement imbattable. Du coup, petit à petit, Goldberg il bat de plus en plus des catcheurs établis et il conserve son titre contre des noms comme Sting ou Scott Hall, ce qui va finalement le mener rapidement à la scène de Main Event à l'été 1998, puisqu'il obtient le 6 juillet un match contre nul autre que le champion du monde, Hollywood, Hulk Hogan. Pour la première fois de sa carrière, Goldberg va faire un match long de quasiment 10 minutes, qui étonnamment est pas catastrophique en vrai, et dans un très grand moment, Goldberg devient champion de la WCW pour la première fois, avec une impressionnante série de victoires de 112-0. Désormais au sommet de la WCW, Goldberg il va devoir défendre le titre de champion du monde contre des prétendants plus sérieux qu'il va pourtant quand même détruire en moins de 5 minutes comme à son habitude, et en un an à peine on voit qu'il s'est établi comme le numéro 1 d'une entreprise dans laquelle on retrouvait pourtant d'immenses stars du catch comme Hulk Hogan ou Kevin Nash. La raison principale du succès de Goldberg, vous êtes d'accord, c'est sa streak. Sans elle, il aurait pas la même aura et les gens seraient pas autant intéressés par ses matchs, c'est tout à fait logique. Et vous l'imaginez bien, cette popularité et cette domination, elle fait forcément des jaloux, et en particulier chez les catcheurs. Du coup, alors qu'il est encore champion du monde et que la WCW a tenté de mettre encore plus sa série en avant, en inventant des victoires qui n'ont jamais eu lieu pour booster la streak, il finit par affronter un certain Kevin Nash lors de Starrcade 1998 en décembre de cette année-là. Devant plus de 15 000 spectateurs, Goldberg défend alors son titre dans un énième match contre une star, et si tous les fans sont initialement certains de voir leur idole repartir avec la victoire, et même s'il réussit à reprendre le dessus dans les quelques dernières minutes, il est attaqué par des membres de la NWO dans ce match sans disqualification, et il est d'ailleurs littéralement tasé par Scott Hall, ce qui permet à Nash de lui placer sa powerbomb pour couvrir le champion, et mettre alors un terme à la série de victoires de Goldberg. Alors certes, par la même occasion, Kevin Nash il devient champion de la WCW, mais on est d'accord, le plus important ce soir c'est la fin de la streak, et le plus important pour nous c'est surtout ses raisons. A l'époque, Kevin Nash il a intégré l'équipe créative de la WCW et donc il a son mot à dire sur les décisions prises concernant les matchs, ce qui le pousse à demander que la série de victoires de Goldberg prenne fin pour, selon lui donner un renouveau. Bon, en réalité, on se doute bien que Nash voulait juste la place de numéro 1, hein, c'est un grand classique, mais peu importe les raisons, l'année 1998 se termine par une défaite de Goldberg et donc par la fin de sa streak. Mais d'ailleurs, cette streak, est-ce qu'elle était finalement si réelle que ça ? Parce que si déjà on a dit que la WCW avait gonflé les chiffres en ajoutant environ 10 victoires fictives, il faut savoir qu'en fait ce match c'est pas la première défaite de Goldberg à la WCW. Et non, parce que dans ses premiers matchs non télévisés, il avait déjà perdu. Certes, il a fait que 5 matchs avant de commencer à apparaître à la télé, mais le troisième match de sa carrière contre un certain Chad Fortune, Goldberg, il le perd. Alors oui, je sais, ça a absolument aucune importance, hein, parce que du coup ça lui fait commencer 3 victoires en retard, et vu qu'il y en a qui sont déjà fausses, ça change pas grand chose, mais je trouvais que c'était juste un truc marrant à souligner, parce que je sais pas si beaucoup de gens sont au courant. Mais allez, pour revenir sur Goldberg, à ce moment-là, il va entrer dans une période difficile. Même s'il est toujours apprécié et qu'il se remet à gagner des matchs à la télé rapidement après, son aura a quand même pris un coup, et s'il continue à être important durant toute l'année 1999 avec des matchs en équipe, notamment avec Bret Hart, aux côtés de qui il remporte les titres par équipe, un nouvel événement compliqué pour lui va se produire en fin d'année. Lors de Starrcade, Goldberg il est prévu pour affronter son ancien partenaire Bret Hart dans un match pour le titre de champion du monde, et dans un moment qu'on est très nombreux à connaître, parce que beaucoup en ont parlé depuis, le géant envoie un violent coup de pied dans le crâne de Bret Hart et le blesse gravement, ce qui va carrément lui coûter sa carrière dans le catch. Il faut comprendre que Bret, il a déjà une carrière compliquée, avec notamment le Montreal Screwjob, et que du coup son lien avec sa passion a déjà été entaché, mais subir cette blessure alors qu'il avait sûrement encore de belles années devant lui, ça l'a complètement détruit.
Et encore aujourd'hui, il en veut à Goldberg non seulement pour la blessure, mais pour le manque d'intérêt porté à Bret après coup. Bon, je vais pas rentrer aujourd'hui dans les détails de cette histoire, hein, qui a raison, qui a tort, je pense que c'est trop compliqué pour le résumer en quelques minutes, mais il faut voir que cette fin d'année est très dure pour Goldberg, puisque quelques jours plus tard, il se blesse en frappant une vitre avec son poing dans un segment dans les vestiaires, ce qui va lui coûter des mois d'action dans le ring et qui nécessite une prise en charge en urgence à cause de la perte conséquente de sang qu'il a subie. À cause de ça, Goldberg il va donc rater plusieurs mois d'action et il ne fera son retour qu'à l'été 2000, et si on a l'habitude de voir des blessures relancer des carrières, vous allez voir que pour Goldberg, c'est tout l'inverse qui va se produire. Dès sa première apparition en pay-per-view en 2000, il effectue son heel turn dans un moment totalement inattendu pour des raisons évidentes et qui n'a bien sûr pas plu aux fans. Je veux dire, Goldberg il a tout d'un face, il a le style, le charisme, le comportement, et c'est très difficile de vouloir huer un mec comme ça. D'autant qu'en plus, c'est pas le plus grand parleur, hein. À part dire Who's Next pour continuer sa série d'invincibilité, on l'entend pas souvent parler. Donc évidemment, il fait pas un bon heel à l'époque. Alors certes, cette période elle va durer à peine 2 mois parce que la WCW réalise bien qu'il n'y a pas grand chose à en tirer, mais c'est pas pour autant que ça va s'améliorer après ça. Parce que pour revenir dans le camp des gentils, Goldberg il va pas se contenter de trahir ses partenaires, hein, non, Goldberg il va tout simplement refuser de suivre le script. Oui, c'est pas une vanne, hein, et d'ailleurs je me rappelle quand j'étais petit, j'étais tombé sur cette vidéo où ils expliquent que Goldberg a refusé de suivre le script, et vraiment j'étais comme un fou parce que j'étais là, mais attendez, mais comment ça il a refusé de suivre le script? Le mec il est juste fou, enfin c'est incroyable. Bon, sauf qu'en fait j'étais loin de me douter que le fait qu'il refuse de suivre le script, soi-disant, ça justement c'était dans le script. Bon, vous l'aurez compris, c'était horrible, hein. Vraiment c'était une honte, et on arrive là dans ce qui est sûrement la pire période de la WCW, parce que le pay-per-view New Blood Rising où Goldberg refuse de suivre le script, c'est une vraie catastrophe avec des stipulations à la con dans tous les sens. Bref, on sentait déjà que c'était le début de la fin pour la WCW. Du coup, vous l'aurez compris, après ça, Goldberg il est sur la pente descendante et il va continuer à avoir quelques histoires pendant le restant de l'année 2000, et finalement, après une nouvelle blessure, Goldberg il disparaît des écrans au mois de janvier 2001, et il n'y reviendra jamais puisque 2 mois plus tard, l'entreprise sera rachetée par la WWF, ce qui pour de bon éloignera Goldberg du monde du catch. Enfin ça c'était en théorie. Déjà parce qu'en 2002 il fait un petit tour du côté du Japon pour avoir 4 matchs dont un en équipe avec l'immense Keiji Muto, mais surtout parce que Goldberg et le catch américain, c'était pas totalement fini. Si à la mort de la WCW, Goldberg n'est pas directement apparu à la WWE, il effectue finalement une apparition surprise sous une ovation des fans lors du Raw du 31 mars 2003, interrompant The Rock et se lançant dans une rivalité contre lui dans un très grand moment que j'ai personnellement toujours adoré. Bon, en même temps, entre sa musique et son entrée depuis les vestiaires sous les chants Goldberg de la foule, c'est vraiment difficile de pas l'aimer. Et pour être honnête, jusqu'à son retour plus récemment, Goldberg pour moi c'était littéralement l'un des plus grands de tous les temps et j'étais ultra fan. Moi c'était pas mon problème qu'il fasse des matchs courts et qu'il soit pas incroyable dans le ring, le mec c'était un buffle avec une présence juste folle et personnellement ça me suffisait et d'ailleurs c'était le cas pour beaucoup de fans. Mais bon, en l'occurrence son retour en 2003 il va pas non plus être de très longue durée, hein, puisqu'après avoir interrompu le Rock, il se lance en rivalité contre lui et le bat à Backlash 2003, avant de partir dans diverses rivalités qui le mènent à rencontrer Triple H au moment où il fallait pas rencontrer Triple H. Non sérieusement, en 2003, personne veut se retrouver dans un ring face à lui, hein, il est en plein règne de la terreur et il est tout simplement imbattable, et donc même Goldberg n'y arrive pas puisqu'il perd lors de SummerSlam 2003 dans l'Elimination Chamber, avant de certes réussir à battre le champion à Unforgiven pour récupérer le titre poids lourd, mais après un court règne d'à peine 2 mois, Goldberg perd à nouveau contre Triple H dans un triple menace lors de Armageddon 2003, pour s'éloigner pour de bon de la ceinture de champion. En vrai, cette période-là de Goldberg à la WWE, je dois vous avouer que j'en suis pas vraiment fan, hein, parce qu'il a plus la même puissance qu'à la WCW, il fait des matchs qui sont bien plus longs et qui sont parfois du coup bien plus mauvais. Ces histoires, je les trouve pas folles, hein, surtout celle avec Triple H, et finalement il se dirige en 2004 dans une rivalité contre Brock Lesnar en lui coûtant son match contre Eddie Guerrero, et cette rivalité que beaucoup attendaient va mener les deux hommes vers un match à WrestleMania 20. À ce moment-là, ce match c'est évidemment quelque chose d'important, hein, parce que Lesnar et Goldberg ils ont un profil assez similaire, c'est tous les deux des monstres de puissance avec un catch ultra impactant et un style assez proche, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est pas ce que les fans retiennent de cet affrontement. Et oui, parce qu'en 2004, Goldberg il prend la décision de ne pas continuer dans le catch, et tout le monde sait donc qu'il va quitter l'entreprise après WrestleMania, ce qui en soi n'est pas tant un problème que ça, hein, parce qu'il pourrait juste perdre, on n'en parle plus. Sauf qu'en face de lui, Lesnar, il compte pas rester non plus. À ce moment-là, le catch c'est trop pour The Beast, hein, il veut s'en éloigner pour explorer d'autres horizons qui nécessitent d'être moins sur la route en permanence, et le match à WrestleMania entre les deux buffles devient rapidement une histoire sans intérêt, puisque quel que soit le résultat, ni l'un ni l'autre n'a d'avenir à la WWE. Pour essayer d'investir un peu plus la foule et pour sauver les meubles, la WWE ajoute Stone Cold en arbitre spécial du match, ce qui va donner lieu à cet affrontement lunaire dans lequel la foule va huer les deux adversaires pendant tout le match et n'applaudir que l'arbitre spécial. Et oui, les fans ils étaient dégoûtés d'apprendre que les deux catcheurs ils allaient quitter la WWE et donc ils ont décidé de leur faire savoir en essayant de ruiner le match avec leur réaction, et c'est finalement Goldberg qui repart avec la victoire après 13 minutes d'un match très moyen, mais quand même un peu drôle grâce aux réactions des fans. Après cette victoire, Goldberg il va bel et bien quitter le catch totalement, il va aller explorer de nouvelles opportunités notamment au cinéma où il n'a pas un immense succès, et il devient alors rapidement simplement une légende qui a quitté le monde du catch après un run très impactant à la WCW.
Mais arrivé en 2016, les rumeurs vont commencer à s'intensifier. À l'approche de la sortie de WWE 2K17, 2K annonce que tous les joueurs qui précommandent le jeu auront la chance de pouvoir incarner un personnage exclusif, la légende de la WCW, Goldberg. Évidemment, les fans comprennent très vite que tout ça c'est pas un simple hasard, et que c'est pas juste un accord entre Goldberg et 2K, et tout le monde se doute alors que la légende ne va pas tarder à faire son retour. Et je dois être honnête avec vous, à l'époque j'étais content. J'ai toujours aimé Goldberg et je trouvais que le style du mec brutal qui débarque et qui plie son adversaire en deux, bah c'était stylé. Et même si ok son retour il allait sûrement pas être de longue durée, bah ça faisait quand même plaisir. Bon, bah j'avais tort. Goldberg il fait son retour lors du Raw du 17 octobre 2016 en acceptant un défi lancé par Brock Lesnar, son dernier adversaire à la WWE, et c'était donc officiel, pour son retour dans le catch, l'homme à la série d'invincibilité la plus populaire du catch allait se retrouver contre Brock Lesnar lors des Survivor Series. À ce moment-là, Lesnar c'est plus du tout le même qu'en 2004, il a battu la streak de l'Undertaker à WrestleMania, il a pulvérisé John Cena en quelques minutes à SummerSlam, et il est à ce moment-là la force la plus dominante de la WWE, donc les fans ont vraiment hâte de voir comment Goldberg va s'en sortir face à The Beast. Tout le monde imagine alors qu'on va avoir un véritable accident de voiture, et que cette fois-ci le public sera investi, parce que ni l'un ni l'autre ne compte se barrer après, mais finalement, lors de Survivor Series, Goldberg surprend Lesnar avec un spear dans les 30 premières secondes du match, avant d'enchaîner avec un deuxième, puis de saisir The Beast pour lui porter son jackhammer sous une immense ovation, et en moins de 2 minutes comme à ses débuts à la WCW, Goldberg terrasse sa concurrence et bat Brock Lesnar comme si de rien n'était. Et encore une fois, je dois être honnête, bah c'était cool. Alors oui, c'était pas un grand match, il s'y passe rien, il y a littéralement 3 prises, mais pour le coup vraiment tu peux les compter. Mais bordel, la surprise elle était tellement grande à l'époque et la réaction des fans elle est tellement sincère que pour moi ça rend le moment juste grandiose. Et vraiment à ce moment-là, moi j'étais trop content de revoir Goldberg, c'était trop cool de le voir revenir comme il était à ses débuts. Et en soi, il y avait vraiment peu de chances qu'il fasse autre chose. Ce match ça allait être son seul match à la WWE, et c'était un grand moment pour lui et pour ses fans, donc finalement pourquoi pas. Eh ben attendez, je vais vous dire pourquoi pas. Parce que ok, c'est bien, Goldberg il a fait son retour, il a explosé Lesnar en moins de 2 minutes, c'est très bien, derrière il fait 2 mois plus tard une apparition dans le Royal Rumble où il élimine Lesnar avant d'être éliminé par l'Undertaker, ce qui bon déjà sentait pas bon, mais surtout dès le lendemain, The Beast demande sa revanche et le match entre les deux est acté pour WrestleMania 33. Bon, là on peut se dire que c'est rien d'incroyable, c'est l'occasion peut-être de relancer Lesnar en lui donnant sa revanche, et ce match il fait de mal à personne, c'est juste la revanche de leur match en 2004, sauf qu'entre temps, la WWE va prendre une décision importante qui va vraiment bouleverser son histoire. Alors que Kevin Owens est champion universel et que son programme avec Chris Jericho atteint son apogée avec probablement un match entre les deux pour le titre à WrestleMania, Goldberg débarque de nulle part et défie le champion pour un match à Fastlane, et dans un moment qui a choqué absolument tout le monde, le vétéran écrase Kevin Owens en 30 secondes à peine grâce à une intervention de Chris Jericho, et lui qui quelques mois avant semblait être de retour pour un court moment, se retrouve maintenant champion universel à la WWE. Franchement, à l'époque, j'étais juste abattu. J'adore Kevin Owens et le voir être rétrogradé si rapidement à cause de Goldberg, ça me rendait juste fou. D'autant que finalement, le Goldberg-Lesnar, qui à la base devait être un match assez random, devient maintenant un match de championnat, ce qui lui donnait encore plus d'importance dont au final, il avait pas vraiment besoin. Parce que ok, au final, à WrestleMania 33, les deux ont probablement leur meilleur match en 1 contre 1, même si à mes yeux, ça reste pas incroyable, mais au final, il sert pas à grand chose, parce que c'est Lesnar qui repart avec le titre, et du coup, toute cette histoire avec Kevin Owens, au final, elle sert à rien. Un jeune catcheur a juste été mis de côté au profit de 2 stars en fin de carrière, et pour être honnête, c'était une période qui était quand même assez sombre pour l'entreprise, en tout cas à mes yeux. Donc oui, ce match il sert quand même de revanche à Lesnar, qui repart avec le titre, et oui, certains fans étaient probablement très contents, mais je maintiens aujourd'hui que le titre universel n'avait absolument rien à faire entre ces deux catcheurs. A partir de là, Goldberg il va disparaître des écrans et il ne reviendra que pour faire des apparitions très rares avec un retour à l'été 2019, pour avoir à ce moment-là l'un des pires matchs de l'histoire de la WWE à Super Showdown contre un Undertaker à bout de force, dans un affrontement qui aurait pu réellement très mal finir. Entre la chaleur, l'âge et les blessures des deux hommes, ce match s'est extrêmement mal passé, et c'est d'ailleurs un miracle que les deux soient repartis sans séquelles majeures, parce que vraiment, au vu de la situation, ça aurait pu très mal finir. D'ailleurs, ce match il dure 8 minutes, et ce sera le dernier match de Goldberg qui dure plus de 5 minutes avant 2 ans, pour des raisons évidentes, puisqu'il revient d'abord à SummerSlam pour détruire Dolph Ziggler en 2 minutes, parce que, bon, on sait pas pourquoi, mais voilà, et au mois de février 2020, une nouvelle décision catastrophique va être prise par la WWE. À l'occasion de la venue de l'entreprise en Arabie Saoudite pour son show Super Showdown, show auquel Goldberg est maintenant habitué pour des raisons d'amour du catch, on va dire, l'entreprise décide de le mettre une fois de plus face au champion universel, cette fois-ci dans une situation encore plus spéciale. À ce moment-là, le champion, c'est The Fiend Bray Wyatt. C'est un catcheur ultra puissant et invincible qui détruit tout sur son passage depuis ses débuts, malgré un petit faux pas à Hell in a Cell, et ce soir-là, il y a absolument aucun monde dans lequel il perd contre Goldberg. Je veux dire, ok, Goldberg c'est un mec puissant et invincible lui aussi, mais il a déjà perdu contre Lesnar et contre l'Undertaker, donc il est plus à sa près. Puis même, il va pas redevenir champion quand même. Eh ben si.
La WWE prend une fois de plus une décision insensée et Goldberg vient à bout du fil en 3 minutes à peine avec un horrible jackhammer qui là aussi aurait pu très mal finir. Et avec cette victoire, Goldberg détruit une nouvelle fois un jeune catcheur sans aucune raison valable pour reprendre sa place au sommet. Alors, cette victoire, elle a bien sûr été lourdement critiquée, notamment avec le cancel WWE Network sur Twitter, et beaucoup de gens ont critiqué l'entreprise et Goldberg pour cette décision, qui a véritablement pénalisé un catcheur prometteur, et pourtant à mes yeux, tout ça, ça se justifie un peu. Alors attention, je justifie pas la décision, ça reste de la merde, on est d'accord. Par contre, ceux qui s'en sont pris à Goldberg, pour moi c'est un peu une erreur. Parce que ok, il aurait pu refuser de gagner, c'est sûr, mais n'oubliez pas une chose, à la base, Goldberg, il s'en fout du catch. Et c'est peut-être bizarre à dire, mais on en a parlé au début, il n'est pas rentré dans ce business par passion comme les autres. Il est rentré là comme dans n'importe quel autre métier, donc lui, il vient et il fait juste son métier. Son but, il est simple, se faire un maximum d'argent, et il s'en cache pas d'ailleurs avec ses apparitions en Arabie Saoudite. Donc oui, créativement et pour le bien de l'entreprise et du personnage, c'est une erreur de faire perdre The Fiend, mais financièrement et en termes de popularité pour Goldberg, c'est positif, donc évidemment qu'il va pas refuser. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai autant insisté sur la manière dont Goldberg est entré dans le catch. Parce que peut-être qu'avec les années, il a appris à apprécier ce monde, ça j'en doute pas, mais à la base, il s'en fout, c'est juste son métier. En plus, en finale, tout ça, ça n'avait qu'un but, lancer Goldberg en rivalité contre Roman Reigns pour organiser un grand match à WrestleMania. Enfin, un match qui aurait sûrement été très court, mais bon, un match important, on va dire. Mais finalement, à cause de la pandémie, Roman Reigns sera contraint de se retirer de la WWE, et c'est finalement devant une salle vide que Braun Strowman prendra sa place pour venir à bout de Goldberg et mettre un terme à son règne lors de WrestleMania 36. Après ça, Goldberg il va continuer à avoir des matchs contre divers catcheurs de la scène main event, en particulier des champions avec McIntyre et Bobby Lashley, et finalement c'est en 2021 que Goldberg fera son dernier match à la WWE avec ce combat que beaucoup attendaient à l'époque, Goldberg contre Roman Reigns. Alors personnellement j'étais pas ultra intéressé par ce match en 2020, mais j'avoue qu'avec le changement de personnage de Roman Reigns ça semblait quand même plus intéressant, et sans être incroyable, le match était je trouve pas si mal avec une victoire très dominante de Roman Reigns qui servait à continuer à l'établir comme une force invincible à la WWE. C'est donc comme ça que la carrière de Goldberg a pris fin dans le catch avec une défaite contre le numéro 1 de la WWE, une défaite cette fois-ci bénéfique à la nouvelle génération, mais une défaite et un match que celui-ci n'a pas apprécié, puisqu'aujourd'hui encore il en veut à Vince McMahon de ne pas lui avoir donné un vrai dernier match pour sa retraite. Dans les faits, je trouve que Goldberg il a une fin plutôt logique pour un catcheur, il termine en perdant contre le numéro 1 dans un passage de flambeau, et en plus avec son run entre 2016 et 2021, il a quand même eu l'occasion de récupérer le titre universel à plusieurs reprises, ce qui franchement est je trouve un très beau cadeau pour un catcheur si ancien. Mais aujourd'hui, malheureusement, cette partie de la carrière de Goldberg, elle entache un petit peu à mes yeux ses débuts, qui étaient vraiment énormes je trouve, parce que beaucoup ne se souviendront de lui que comme celui qui est revenu pour exploser Kevin Owens et Bray Wyatt, alors qu'à la base, c'était un véritable phénomène. Mais on l'a vu, quoi qu'il arrive, qui que vous soyez, vous avez forcément déjà été impressionné par la domination de Goldberg à la WCW. Parce qu'en soi, sa série de victoires, c'est l'une des plus importantes dans le catch, dont on a eu de cesse de parler depuis le début des années 2000, et même s'il n'a jamais été le plus grand dans le ring ou au micro, Goldberg reste quand même un catcheur très important, d'où son intronisation au Hall of Fame en 2018. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires et à me donner un petit peu votre expérience avec Goldberg, est-ce que vous étiez fan ou pas du tout. Et avant de terminer, j'en profite pour remercier une nouvelle fois Oli, le sponsor de la chaîne, qui m'accompagne sur YouTube et sur Twitch depuis très longtemps, c'est vraiment les boss. Donc si vous voulez me soutenir en vous régalant de boissons excellentes, qu'elles soient énergisantes, que ce soit juste des thés glacés ou des boissons hydratation, n'oubliez pas le lien dans la description et les deux codes promo Monsieur Hawkin et Monsieur Hawkin 5, ça fait toujours plaisir et une fois de plus, ça soutient la chaîne. D'ici là, moi je vous attends sur tous mes autres réseaux sociaux, que ce soit Twitch, ma chaîne secondaire ou mon Discord ou Twitter, enfin peu importe, tous les liens sont dans la description. Sur ce, c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.